La Bibliothèque nationale de France. Pour accompagner l'exposition qui célèbre le bicentenaire de la Société des bibliophiles François, quelques-uns de ses membres reviennent sur son histoire, son activité et ses collections contemporaines. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce lundi de l'Arsenal un petit peu particulier. Lundi de l'Arsenal placé sous le signe des 3D, distance tout d'abord, déconfinement et délocalisation. Délocalisation parce que ce lundi de l'Arsenal ne se déroule pas à l'Arsenal mais sur le site de la bibliothèque François Mitterrand à Tolbiac, dans l'auditorium qui nous accueille aujourd'hui. Distance puisque au regard de la situation sanitaire nous avons pris des mesures qui nous éloignent les uns des autres sur le plateau, et déconfinement parce que nous espérons pouvoir bientôt réouvrir l'exposition Bibliophile François pour l'amour du livre, et lui l'offrir plutôt à nouveau à nos visiteurs. Le thème de ce lundi de l'Arsenal, c'est être bibliophile aujourd'hui. C'est une conférence qui vient à l'appui de cette magnifique exposition pour l'amour du livre, dont je tiens ici le catalogue. Pour l'amour du livre, la Société des bibliophiles François 1820-2020. 2020, preuve que cet événement est la preuve qu'une année bissextile peut aussi porter des événements heureux, car c'est une exposition absolument magnifique. Et en tant que directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, je crois n'avoir pas vu l'Arsenal sous un plus beau jour qu'avec cette magnifique exposition, ces magnifiques collections. Et j'invite tout un chacun à venir découvrir cette exposition lorsqu'elle réouvrira. Donc le thème de notre conférence de ce soir, être bibliophile aujourd'hui, me voit entouré, à distance respectable, heureusement, par un magnifique aréopage de bibliophiles qui vont nous dire la passion qui est la leur, cet amour du livre qui est au centre de l'exposition de l'Arsenal. Et ces bibliophiles François, que nous avons réunis ce jour autour de nous et qui nous font l'amitié d'être présents, et je les en remercie très 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 chaleureusement, vont nous parler donc de cette passion bibliophilique, cette passion de la collection qui est la leur. Et nous avons bien conscience qu'il y a une dimension un petit peu de dévoilement, des pratiques qui ne sont peut-être pas très connues, une connaissance qui mérite d'être encore plus largement partagée. Et je témoigne à ces bibliophiles qui nous ont rejoints ce jour ma très grande gratitude pour leur temps, l'esprit de partage qui est le leur et qui va être au cœur de notre lundi d'Arsenal aujourd'hui. Il va me revenir de les présenter. C'est un exercice difficile. Ces bibliophiles de 2020 ont tous un point commun, c'est l'amour du livre, sous toutes ses formes, sous toutes ses espèces. Nous allons le découvrir au fil de cette conférence. Mais ils ont aussi un autre point commun, c'est de faire partie d'une compagnie, d'une société très particulière, très ancienne, inscrite dans une tradition extrêmement vivante. Vous allez en avoir la preuve ce soir, la Société des bibliophiles François. Mais ce sont aussi des hommes et des femmes inscrits dans le monde contemporain. C'est sans doute ce qui fait aussi la richesse du groupement qu'ils forment. Et je vais oser un parallèle un petit peu audacieux, à l'image d'une collection qui, je dirais, s'enrichit de chaque pièce qui la rejoint. Ils forment en définitive dans ce groupe plus que la somme de leurs individualités. Et ce groupement des bibliophiles François est un groupement de grande valeur. Et tout l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, c'est de le faire découvrir au public le plus large, le public des rendez-vous des métiers du livre, le public des lundis de l'Arsenal et le public qui est aujourd'hui en ligne
à notre écoute. Donc à tout seigneur, tout honneur, si je puis me permettre, il me revient de vous présenter tout d'abord le président de la Société des bibliophiles François, Gabriel de Breuil. Bonjour. Bonjour. Alors je vais tout de même vous présenter, même si c'est un peu superfétatoire. Vous êtes membre de l'Académie française, vous siégez au fauteuil numéro 11. Alors c'est un fauteuil qu'à l'Arsenal nous affectionnons particulièrement, puisque c'était le fauteuil du marquis de Pommy, qui est notre fondateur. Vous êtes auteur, historien, mais vous êtes aussi conseiller d'État et vous avez longtemps veillé sur le destin de l'Institut de France en tant que chancelier de l'Institut de France. Et vous présidez désormais aujourd'hui la fondation Del Duca. Mais ce n'est pas la seule présidence que vous assumez, puisque vous êtes aussi le président des bibliophiles François. Et si je ne me trompe pas, depuis une vingtaine d'années, c'est bien cela ? Un peu plus. Un peu plus, voilà. Mais mes informations ne sont pas tout à fait exactes. 40. Voilà. Donc je vous passerai la parole tout à l'heure pour que vous nous présentiez les bibliophiles François, mais je vais continuer dans l'immédiat le tour de table et je vais continuer à vous présenter ces bibliophiles qui nous ont rejoints aujourd'hui, en passant à Madame Florence Terret. Florence Terret, bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes une femme d'édition et de médias. Vous avez occupé de hautes fonctions dans le monde de l'édition, notamment chez Bayard. Et vous animez une émission bimensuelle sur Fréquence protestante. Donc je suis heureux que vous soyez passé de l'autre côté de la barrière. Maintenant, c'est moi qui vais poser les questions. Voilà. Et vous êtes aussi engagé, notamment comme présidente d'honneur des Ailes déployées, une association d'aide aux personnes affectées d'un handicap mental ou psychique. Je continue la présentation avec Monsieur Christian Depange. Christian Depange, bonjour. Bonjour. J'allais dire que vous êtes un peu le régional de l'étape parce que vous êtes un homme de culture. Vous avez œuvré au service de grandes institutions culturelles, notamment l'Opéra national de Paris, dont vous avez été le secrétaire général. Vous êtes ensuite passé par Radio France. Vous siégez au conseil d'administration du musée du costume de scène de Moulins. Mais je crois aussi que vous avez œuvré à la création de la fondation Louis Vuitton. Et votre tropisme pour la musique, les arts du spectacle, les arts vivants est très, très marqué. Donc merci d'être présent parmi nous. Monsieur Le Baudy, bonjour. Bonjour. Voilà. Vous êtes le créateur, l'artiste. Voilà. Vous êtes photographe, graphiste, éditeur. Vous êtes un amoureux de l'argentique, mais vous ne chassez pas que les images, puisque vous êtes le vice-président aussi de la Société des Amis du Musée de la Chasse. Et je me permets de signaler une exposition de photographie qui est ouverte en ce moment à la librairie Galerie Métamorphose, rue Jacob, jusqu'au 20 janvier 2020. 20 janvier, oui. Voilà. Merci. Et enfin, je conclus en vous présentant Olivier de Lupé, que je qualifierais d'homme de réseau, puisque vous présidez plusieurs groupements et associations, notamment l'Association française pour la protection des archives privées. Et vous êtes le secrétaire des bibliophiles François. Alors ce terme un peu modeste et un petit peu anonyme, vous êtes un petit peu, passez-moi l'expression, un peu la fée clochette de ce groupement, puisque vous êtes très impliqué dans le présent anniversaire et dans la présente organisation de cette table ronde, et je vous en remercie. Alors avant que je vous laisse la parole, individuellement et collectivement, j'entends peut-être passer tout d'abord la parole au président des bibliophiles François, à Gabriel de Breuil, afin que vous nous disiez, vous nous présentiez brièvement votre groupement, les bibliophiles François, dont nous fêtons cette année le bicentenaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, un premier mot pour vous dire que nous sommes très heureux de nous retrouver ici, un lundi de l'Arsenal, non confiné dans cette immense salle, n'est-ce pas ? Mais nous sommes heureux de nous retrouver aussi à la Bibliothèque nationale, ces deux institutions avec lesquelles nous avons des liens très anciens et très chers. Mais ancien, pour nous, ça veut dire quelque chose. Je crois qu'une des caractéristiques de la Société des bibliophiles François, c'est la continuité, justement. Nous existons depuis 200 ans, nous fêtons cet anniversaire et nous le ressentons comme une vraie filiation, une tradition
dont nous sommes les héritiers et les continuateurs. Alors, vous avez dit l'essentiel en disant l'amour des livres, évidemment. Ça, nous l'avons tous. C'est notre caractéristique. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une dilection particulière dans leur existence. Certains, c'est les très belles voitures. D'autres, c'est les tableaux. L'autre, c'est la musique. Rien n'exclut d'autres choses, mais l'amour des livres est une particularité. Le début, c'est l'amour de la lecture, c'est le texte, c'est la littérature, c'est la poésie, c'est dans toutes ses variantes, dans toute son immensité, et en particulier avec l'immense bénéfice d'être de la culture française, de la littérature française, de la langue française. Alors ça nous habite profondément. C'est cela le fond de l'affaire. Mais ça n'est pas suffisant non plus. Il faut ajouter à ça, beaucoup de gens partagent évidemment la grande satisfaction d'être un des membres de la communauté linguistique et littéraire française. Nous avons aussi le goût de la collection. C'est un goût qui est très répandu, qui n'est pas du tout à négliger, car la collection commande la connaissance et la conservation et la transmission. Donc, c'est une démarche très, très noble, finalement, que d'être vraiment collectionneur, mais à condition d'être vraiment collectionneur sérieux. Alors, au goût de la collection, il faut ajouter le goût de l'érudition. Les deux vont ensemble, n'est-ce pas ? Une belle bibliothèque, c'est une collection réussie, mais c'est en même temps une collection habitée par une recherche, par peut-être des découvertes, probablement même de nombreuses découvertes personnelles, et une érudition qui est à la fois personnelle, mais qui est générale aussi, qui bénéficie à toute la collectivité des littéraires et des lecteurs. Alors, pour joindre tout ça, il y a le souci de la rigueur, de l'excellence. Peut-être c'est une des particularités de la Société des bibliophiles françois dès l'origine, c'est que nous sommes mus par une recherche de l'excellence dans le monde des livres. Je ne dis pas des livres anciens, il n'y a pas que les livres anciens, c'est l'ensemble des livres, et sous toutes leurs formes aujourd'hui, mais à condition que ce soit l'excellence, la meilleure qualité. Et puis alors, je crois que nous, pour résumer en quelque sorte, nous sommes les héritiers d'une tradition bien classique qui part en 1820, mais qui en réalité peut remonter plus haut. N'oublions pas que l'Arsenal, c'est la collection d'un grand bibliophile du XVIIIe siècle. Nous ne sommes pas éloignés des bibliophiles du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, bien entendu. Et nous sommes aussi des bibliophiles du XXIe siècle. Alors, nous nous interrogeons sur les transformations actuelles. Nous n'avons aucun doute sur la pérennité du livre, qui ne disparaîtra pas. Alors je l'affirme formellement, contrairement à des idées qui étaient en cours il y a peut-être une quarantaine d'années ou une soixantaine d'années. On pensait que le livre allait disparaître sous l'effet des nouvelles technologies et les technologies de l'information et de la communication notamment. Eh bien non, ça ne s'est pas produit et cela ne va pas se produire. Pourquoi ? Parce que dans le livre, dans le rectangle, dans l'imprimé, dans le mode de distribution, dans le mode de consommation du livre, il y a une qualité de communication qui est irremplaçable, beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante et personnelle que la communication par la foule ou la communication par l'écran. La télévision a révolutionné toutes sortes de disciplines, mais pas la lecture. Les émissions littéraires à la télévision le montrent bien d'ailleurs. Et
le suivi par un public très nombreux des émissions littéraires montre aussi que les spectateurs de télévision sont sensibles à ça. Ouais. Donc, nous tenons beaucoup à cette pérennité du plaisir de l'esprit et de la communication par la lecture, l'érudition, la culture, l'ouverture et la découverte. Voilà, si je peux dire en quelque sorte ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est un portrait je veux dire, très riche et très émouvant en définitive de cette activité. Si on veut le compléter, eh bien, je vous renvoie peut-être à l'exposition de l'Arsenal qui fait un peu cette histoire longue de votre compagnie. Mais je m'en veux presque finalement d'avoir intitulé cette table ronde « Être bibliophile aujourd'hui ». C'est plutôt « Être bibliophile François aujourd'hui », puisque vous avez pointé ce lien avec, on va dire, l'ère culturelle française. Merci, Monsieur le Président. Peut-être qu'on va passer maintenant à une forme de tour de table et je vous rendrai la parole à la fin de ce tour de table pour vous dire aussi quel est votre sentiment sur cette question. Vous avez déjà commencé à répondre. Je me tourne vers Florence Terray. Pour vous, qu'est-ce que c'est être bibliophile aujourd'hui ? Comment vous êtes venue cette passion ? Quelle est la forme que prend cette passion ? Eh bien, je ne sais pas si je vais tellement m'écarter de ce que vient de dire le Président. Être bibliophile aujourd'hui, pour moi, c'est avant tout de l'ordre du plaisir. Alors, de l'ordre du plaisir, parce qu'il y a le plaisir du livre. Et quand je parle du livre, bien sûr, je parle du texte, je parle des auteurs, mais je parle aussi du livre-objet, c'est-à-dire la typographie, l'œil du caractère, la mise en page, la reliure éventuellement. Donc, cela tourne autour vraiment du plaisir du livre. Comment j'en suis venue à être bibliophile ? Eh bien, peut-être par atavisme familial, puisque par partage, j'ai reçu de mon grand-père paternel des albums illustrés pour enfants de la fin du XIXe siècle. Bien sûr des Job, évidemment, mais aussi des albums illustrés par Arthur Rackham, le célèbre illustrateur anglais, des grands formats à l'italienne, les ancêtres de la bande dessinée de Buster Brown. Bref, j'avais déjà tout un dépôt. Et il se trouve, comme vous l'avez dit, que j'ai longtemps travaillé à Bayard et dans les journaux pour enfants. Et donc, d'une certaine manière, la voie m'était ouverte. Donc, je collectionne des albums illustrés pour enfants. Et actuellement, je cible cette collection sur l'entre-deux-guerres, parce qu'il y a eu des artistes russes qui sont arrivés en France et qui ont travaillé pour Flammarion et Gallimard. Et ça a donné des collections très intéressantes. Mais je dirais que je suis une modeste polybibliophile, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la typographie, à la recherche typographique, parce qu'on a souvent l'habitude de voir des très beaux caractères, mais je pense que la typographie est faite avant tout pour traduire l'âme du texte. Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de trouver des livres dont la typographie, le caractère employé, correspond parfaitement au texte du livre. Je voudrais revenir sur le plaisir de la bibliophilie, parce que, si vous voulez, il y a le livre, bien sûr, tout gravite autour, il y a aussi le plaisir de la collection. Et personnellement, moi, j'ai un plaisir de collectionneuse non pas vorace, et aujourd'hui, Internet peut donner beaucoup de rapidité dans les recherches. Mais ça n'est pas mon style. Je vais dans les librairies ou dans les salons de livres anciens. Et puis, je dirais aussi plaisir des rencontres, des communications des confrères, des débats autour du livre. Et finalement, c'est un long apprentissage, la bibliophilie, avec le plaisir. Merci. Christian Depanche, pour vous aussi, tradition, plaisir, objet, c'est ça aussi votre moteur de bibliophile ? Alors, je me souviens qu'à l'époque du bac de français, le sujet était « Le livre est une fenêtre par laquelle on s'évade ». Ça m'allait bien, j'étais un lecteur boulimique, mais j'étais aussi un pensionnaire et pas toujours très heureux. Et donc cette angoisse, je crois que j'ai pu l'exprimer dans la collection.
Et en plus de toutes les informations si justes que viennent de donner à la fois Gabriel et Florence, et qui sont certainement partagées par nous autres, j'ai trouvé dans la collection, dans l'amour du livre et dans une certaine spécialité dans mes recherches, au fond, pas la guérison. Pour ça, j'aurais dû aller voir Lacan, dont on vend d'ailleurs les livres dans quelques jours chez Sophie. Ça aurait été moins cher, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Visiter peut-être. Mais j'ai trouvé la résolution provisoire des inquiétudes que l'existence parfois vous apporte. À côté des mauvais moments, il y avait la bibliothèque. Et ça, c'est tout de même très apaisant. Et en plus, naturellement, du goût de la chasse et de chercher l'objet désiré, qu'il soit très important, qu'il soit modeste, puisqu'au fond, le directeur de la Bibliothèque nationale, qui était notre collègue, Jean-Pierre Angrémy, chassait toutes sortes de livres, mais aussi, les livres policiers, dans des éditions populaires, ce qui montrait qu'on pouvait être bibliophile, passionné et spécialiste, et collectionner des objets qui avaient une grande valeur estimable et peu de valeur monétaire. Donc, j'ai constitué donc un ensemble de livres dont le sujet profond, enfin celui qui profondément me touchait, était le fait que dans la vie, j'avais envie d'identifier les moments où les gens sortaient de leur rôle. Chacun d'entre nous était, entre guillemets, coincé par une famille, une autorité, que ce soit le gouvernement ou l'ordre en général, et puis un travail. Et puis, de temps en temps, on voulait ouvrir la fenêtre, écarter un petit peu tout ça, et au fond créer un moment différent que l'on retrouve historiquement partout. Ça peut être la Société des bibliophiles François, mais ça peut être aussi des formes plus joyeuses, je dirais, non pas que la Société des bibliophiles François ne le soit pas, au contraire, elle est particulièrement heureuse, mais des moments d'explosion, le carnaval, la littérature facétieuse, toutes sortes de l'ordre de la calotte, etc. Et donc c'est ce moment-là où les gens sortaient de leur rôle, rectifiaient leur hérédité, puisqu'au fond ils étaient quelque chose, et pendant un court instant, ils voulaient être autre chose. Et donc, ça donne des réunions très intéressantes de personnages qui ont créé des sociétés entre eux, à toute époque, et que j'ai essayé de rassembler, identifier, pour que j'ai une sorte de panorama de cette joie de vivre, intelligente, curieuse, et narquoise, très narquoise, c'est-à-dire qui ne se laissait pas attraper par un ordre qui n'avait pas de vraie valeur. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai réuni ensemble, que je n'ai jamais cessé. Il a évolué, vous avez souligné avec précision d'ailleurs que j'avais été au service de l'Opéra national de Paris. Ça m'avait donné ou confirmé le goût que j'avais, le goût du théâtre, le goût de la scène. Mais ce qui m'intéressait dans la scène, c'était beaucoup plus les coulisses. Et c'était la vie des gens qui faisaient ce spectacle. Et donc, et plus encore, dans la bibliophilie, la vie des gens qui faisaient le spectacle chez eux. Là encore, ils sortaient de leur vie ordinaire, le théâtre de société, ils créaient un théâtre. Un homme important faisait jouer la femme qu'il aimait sur la scène, avec lequel créer une relation complémentaire de celle qu'il avait déjà avec elle et avec d'autres. Voilà. Donc c'est un autre aspect peut-être des livres qui m'ont intéressé. Et donc je suis assez saisi par cette bibliophilie pure, transgressive, dont vous faites la preuve. Hubert Lebaudy, pour vous aussi, on est dans une dimension, comment dirais-je, de rupture, ou au contraire de recherche plus du plaisir? Pour moi, ça a été tout l'inverse, ça a été que la recherche du plaisir. Christian parlait de la fenêtre ouverte, ça a été la fenêtre ouverte, mais une fenêtre qui ne cherchait pas à s'échapper d'un contexte contraignant. Une fenêtre qui apportait un étage de plus, en fait. Et qui petit à petit a fini par se transformer en volonté de trouver des livres qui se rapprochaient peut-être, ou qui étaient des éditions originales. C'est quand même fabuleux de pouvoir lire un texte
d'un auteur du 18e ou du 19e dans l'édition que lui-même a vu, a validé et qu'il a parcouru. Et petit à petit, ce qui m'a séduit beaucoup dans la collection, comme dans mon métier de graphiste, c'est la curiosité. C'est une activité de curieux. Parce que on n'arrête jamais. C'est un jeu de piste. On trouve un auteur qui nous plaît. Alors on s'aperçoit qu'il a... D'abord, on découvre petit à petit son œuvre. On ne la connaît pas forcément entièrement. Et puis on découvre qu'il avait des gens autour de lui qu'il aimait bien, qui ont aussi écrit des choses, et ainsi de suite. Et on remonte comme ça par une espèce comme une arborescence. Et puis il y a la curiosité aussi de trouver l'exemplaire que personne n'a vu, de trouver peut-être une édition tirée à très peu d'exemplaires, et tout ça accompagné avec beaucoup d'exigences, comme le disait Gabriel, finit par monter une collection qui devient une forme de gourmandise. Il y a que du plaisir là-dedans. Alors il y a de la frustration parce que de temps en temps vous avez un exemplaire qui vous passe sous le nez. Mais moi je pense qu'il y a des exemplaires qui finalement arriveront chez vous. On ne sait pas très bien pourquoi, et d'autres qui vous échapperont toujours. Il y a quelques livres que j'avais quasiment le pied dessus et il foutait le camp. Et alors, le livre, c'est un objet, quand on l'a chez soi, qu'on rentre à la maison avec le livre, c'est un espèce de rituel sensuel. Parce que le livre, c'est le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ouvrez un livre et écoutez le bruit des feuilles de papier quand elles n'ont pas été lavées. C'est extraordinaire, ce bruit. Passez votre main sur le foulage d'une feuille. Fantastique. Bon, et l'odeur d'un livre. Tout ça est d'une gourmandise inouïe. Et cette gourmandise rejoint les réunions que nous faisons entre collègues, parce que on sait qu'on va avoir une présentation sur un sujet donné, et en fait, on y arrive comme un petit garçon qui va découvrir des choses. Et il n'y a pas d'a priori dans notre société, il n'y a que de la bienveillance. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de découvrir la curiosité et l'exigence des autres. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et donc on y va, on sait qu'on va être bien pendant 2 heures, 3 heures, qu'on va être dans une espèce de notre bulle, où on va découvrir, on va apprendre, voilà. Et ça, sont des moments privilégiés et qui nous caractérisent, je pense. Merci. Voilà. Donc curiosité, sensualité, goût de la chasse, voilà, vous nous ouvrez des horizons que moi, un professionnel du livre, méconnaît complètement. Voilà. Olivier de Luppé, quant à vous, votre passion bibliophilique, son histoire, son avènement. J'ai eu la chance de naître et de grandir au milieu des livres. Mon père était professeur de littérature, son père était historien des lettres romantiques, et il dirigeait entre les 2 guerres une revue aujourd'hui oubliée littéraire qui se nommait Le Correspondant. Donc à la maison, il y avait des livres, on lisait des livres et on les écrivait aussi. Mon père m'avait dit un jour, dans ma famille, on devient un homme quand on a écrit un livre. Je me rappelle que ma mère m'avait offert chez un bouquiniste un joli volume, je devais avoir 12-13 ans, un volume des saisons par un poète oublié du XVIIIe siècle, avec des gravures d'un graveur célèbre qui s'appelait Gravelot, un illustrateur du XVIIIe. J'ai toujours ce livre qui est comme une pierre de touche, voilà, de ma collection. Et au début, j'étais attiré par le livre-objet évoqué par Florence Terret. Je regardais les relures, essentiellement. Et puis, je suis rentré dans cet univers infini de la bibliophilie, en grande partie grâce à mes collègues de la Société des bibliophiles François. J'ai la chance depuis une quinzaine d'années d'assumer le rôle de secrétaire de la Société. Et ce qui me donne une chance infinie, c'est d'être au contact de mes collègues bibliophiles. Je crois que dans la bibliophilie, en ce qui me concerne, l'émulation est un élément très important. De voir des bibliothèques et de parler avec des bibliophiles donne envie à soi-même d'approfondir la lecture, la connaissance.
Je pense que donc nous avons cette activité de séance au cours de l'année, de janvier à juin, et nous allons visiter des bibliothèques, nous avons des présentations par nos collègues, mais ma fonction de secrétaire me donne la chance, en amont, d'aider à la préparation des séances et de voir des gens passionnants. Pour moi, la bibliophilie, c'est aussi de rencontrer des hommes et des femmes passionnés et passionnants. Donc la bibliophilie est aussi un enrichissement humain. Je pense que pour moi, c'est très important. Donc je retiens de vos propos tradition, émulation, partage. Et je conclus avec vous, Gabriel de Breuil, ce tour de table concernant votre passion bibliophilique personnelle. Je crois savoir qu'elle est née à Chantilly. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce moment un peu fondateur pour vous, ou sur votre pratique plus quotidienne de la bibliophilie, à la fois dans votre sphère privée ou au sein des bibliophiles François? Oui, bien entendu, vous mentionnez les lieux dans la bibliophilie, n'est-ce pas? Et on ne peut pas parler largement de bibliophilie ancienne et précieuse et parfaitement réussie sans mentionner Chantilly et la fabuleuse collection réunie par le duc d'Aumale, qui fut membre de la Société, président d'honneur d'ailleurs de la Société en tant que membre de la famille royale, mais aussi le prince des bibliophiles, tellement il a réussi une œuvre sensationnelle, formidable. Et au fond, à Chantilly, nous y retournons souvent et nous avons là un lieu d'enracinement, comme à l'Arsenal d'ailleurs. Donc les lieux sont assez importants. Ce qui a été révélé tout de suite par les interventions, c'est la diversité des vocations bibliophiliques. C'est une vocation, je crois. Il faut signaler qu'il n'y a pas de formation. On n'enseigne pas la bibliophilie. Ce n'est pas une science, d'ailleurs, ce n'est pas une discipline. La littérature, bien sûr, la critique littéraire, l'histoire, même la bibliothéconomie sont des disciplines, mais pas la bibliophilie. C'est une démarche extrêmement vaste, extrêmement variée, et qui obéit pourtant à des choses très, très sérieuses et très rigoureuses. Peut-être faut-il dire simplement que nous ne sommes pas tout seuls à agir dans ce terrain, dans ce monde, et qu'il y a un substratum extrêmement important, très fort, qui sont l'agrément du livre pour l'ensemble, un très grand ensemble de gens, et tout le commerce qui est autour des livres, des beaux livres, des livres anciens. Et dans ce commerce, il y a quelque chose d'absolument fondamental, qui est l'expert et les catalogues. N'est-ce pas? La bibliophilie est à peu près indissociable des catalogues des grandes bibliothèques et des même moins grandes, de toutes les bibliothèques, mais par thème, par histoire, par période de l'histoire. Mais c'est une chose importante et qui est à l'heure très vivante et très, très forte en France. Les catalogues de vente de livres sont remarquablement bien faits par de grands spécialistes et nous y apprenons énormément de choses et nous y puisons beaucoup d'idées, de désirs, de démarches, de déceptions aussi souvent, parce que d'intervenir sur le marché des livres anciens pour constituer sa propre bibliothèque, c'est une démarche qu'on faisait relativement facilement autrefois. Elle est devenue de plus en plus difficile parce que le cours des livres anciens, des beaux livres, je veux dire, s'est élevé considérablement. Et ça, ce n'est pas près de s'éteindre. Alors, voilà, on fait attention à tout. Tout est important aussi. La minutie, je crois qu'il faut signaler la minutie de la démarche du bibliophile. Tout est important dans le livre que nous recherchons, celui que nous allons choisir,
celui pour lequel nous consentons un effort. Alors, tout est important, c'est-à-dire le livre lui-même, l'auteur, le livre, son succès, la date de l'édition, le type d'édition de luxe ou pas de courante, ou les éditions numérotées ou pas, les éditions illustrées. L'illustration a toujours été une chose extrêmement importante dans la bibliophilie. Et puis alors la reliure, bien entendu, nous sommes des passionnés de reliure. La reliure est un art. Il faut dire que la reliure française a joué un rôle dans l'histoire du livre absolument formidable à plusieurs époques, sous la Renaissance, au XVIIIe siècle et maintenant. Et au XXe siècle, n'est-ce pas, la reliure française est une des très belles reliures qui a subsisté comme un très bel art. La provenance, évidemment, d'où viennent les livres, à qui ont-ils appartenu? Y a-t-il des messages de l'auteur, les dédicaces, les envois? Tout ça compte, tout compte. Et alors les défauts comptent aussi, les défauts à la reliure, les défauts au texte, une page qui manque, une illustration qui manque, tout ça sont des drames, sont des ressentis soulignés et ayant la conséquence directe sur le cours de l'objet. Donc on arrive dans un mécanisme extraordinairement précis, extraordinairement exigeant, et à la recherche toujours de l'excellence, du livre parfait. Ça nous arrive quelquefois, ça nous crée de grande satisfaction. Et alors, peut-être si je peux ajouter ce qu'on doit dire, c'est que nous aimons nous réunir, nous aimons en parler ensemble, et nous aimons travailler ensemble, approfondir des sujets, nous aimons réaliser ensemble un certain nombre de choses. Et je crois que parmi les sociétés de bibliophiles, nous sommes peut-être ceux qui se réunissent le plus souvent dans l'année. Je viendrai tout à l'heure à cette dimension, moi, qui m'a beaucoup marqué, ouais, beaucoup frappé. Merci pour ce magnifique tour d'horizon, finalement, des différentes passions bibliophiliques, avec des visages extrêmement divers et variés. Et je pense que c'est effectivement très, très parlant et très passionnant. Je vais rentrer dans un fil de questions un peu plus structuré maintenant, si vous me le permettez. J'ai d'abord une première question qui touche à ce bicentenaire, puisque donc en 2020, les bibliophiles françois fêtent leur bicentenaire. Et ce bicentenaire se célèbre à travers une exposition pour l'amour du livre, dont je salue d'ailleurs au passage les commissaires, qui sont mes collègues Fabienne Quéroux et Claire Lesage. Et j'ai une question: pourquoi une exposition, pourquoi un événement public, alors que le sentiment, et c'est un petit peu ce qu'on a, l'impression qu'on a eue dans certains de vos propos, pourquoi une exposition, pourquoi quelque chose de public? J'ai bien compris que vous aviez des pratiques de partage, mais qui étaient des pratiques, on va dire, de partage un petit peu limité dans certains cercles. Pourquoi choisir, pourquoi enfreindre finalement ces règles? Alors je ne parlerai pas de secret, mais en tout cas de discrétion, d'une visibilité assez réduite et volontairement réduite. Pourquoi ce choix de l'exposition? Alors cette question s'adresse plutôt à vous, Monsieur de Breuil, à Olivier de Luppé. C'est un choix audacieux. Oui, c'est un choix. Le deuxième centenaire, c'est un choix parce qu'il avait une signification sur ce que nous sommes, c'est-à-dire la distance, c'est une ancienneté, le deuxième centenaire, mais en même temps la proximité, la continuité est complète. Et c'est une célébration. Je crois que nous avons ressenti ensemble le désir de célébrer de manière un peu vraiment formelle ce deuxième centenaire. Nous pouvons remarquer que le premier centenaire n'avait pas été célébré de manière particulièrement solennelle. D'ailleurs, le deuxième centenaire aurait pu être une grande partie de plaisir collectif, mais il s'est déroulé dans une période
difficile où le confinement était déjà en marche. Mais cependant, nous avons pu le faire juste en respectant les journées, je crois à la journée près. Nous avons pu le faire comme nous l'entendions. Alors, l'exposition, elle présente deux aspects. C'est une exposition, au fond, de connaissances générales offertes au public par une institution comme l'Arsenal. Pour nous, c'est parfait. Nous sommes heureux de cet aspect du bicentenaire, et c'est là que cela devait se tenir, parce que nous avons des attaches sérieuses avec l'Arsenal, depuis l'origine, depuis Charles Nodier, je dirais presque même depuis avant, depuis Madame de Genlis qui habitait à l'Arsenal. Bon, on peut avoir beaucoup d'attachement à cette maison. Et depuis surtout le créateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Donc nous sommes contents de cela. Alors à cela s'ajoute l'exposition personnelle des ouvrages. Et alors là, vous observerez que c'est en effet un peu en contradiction avec la discrétion habituelle du collectionneur, surtout de livres précieux, mais que l'anonymat est respecté. Et que donc c'est une démarche collective, que les livres exposés sont remarquables, sont vraiment des grands morceaux de bibliophilie. Et donc c'est ça que nous, au fond, recherchions et qui est parfaitement réussi, c'est que la discrétion reste assurée, mais la démonstration de quelques exemples de bibliophilie réussie, de collection poussée jusqu'à son maximum, est également une leçon à donner. Alors je mentionnerai un point, je crois qu'on peut le faire tout de même, c'est que nous avons réussi à ce que cette exposition soit l'occasion de montrer un manuscrit à peinture du Moyen-Âge qui n'a jamais été montré et qui touche d'assez près à la Société des bibliophiles François, s'il s'agit des Heures de Boucicaut. J'en dis un mot, mais je vous en prie. Les Heures de Boucicaut, c'est un très beau livre d'heures, manuscrit à peinture du XVe siècle, très connu et catalogué, mais qui a eu un destin malheureux. On sait très bien, on le suit de génération en génération, mais le sort du maréchal de Boucicaut a été malheureux. Il a été fait prisonnier par les Anglais. Il avait une femme qu'il adorait, qui est restée en France, et il a passé les 10 dernières années de sa vie prisonnier en Angleterre sans jamais revoir son épouse. Et il y avait un livre d'heures magnifique, et qui était un hommage aussi bien à lui et à sa femme. Et ce livre d'heures est passé par pas mal de voix après sa mort, a été vendu plusieurs fois, et il a été acheté par des prédécesseurs présidents de la Société des bibliophiles, qui était le baron de Villeneuve. Et le baron de Villeneuve habitait à côté de ce qui est aujourd'hui le musée Jacquemart-André, c'est-à-dire le beau musée du boulevard Haussmann, qui était occupé par Madame André. Madame André connaissait M. de Villeneuve. M. de Villeneuve est mort et on a vendu sa bibliothèque. Et Madame André a dit, je l'aimais beaucoup, M. de Villeneuve, je demande à mon majordome d'aller à la vente pour conserver un souvenir de mon ami. Et le majordome revient un quart d'heure après le début de la vente pour dire à Madame André, voilà, j'ai pu acheter le numéro 1 et le numéro 2 du catalogue. Et le numéro 1, c'était les Heures de Boucicaut. Non, pardon, les Heures de Jeanne de France. Et le numéro 2, c'était les Heures de Boucicaut. Rien que ça. Les deux manuscrits à peinture absolument merveilleux qui sont actuellement
encore au musée Jacquemart-André, que personne ne voit jamais parce qu'ils ne sont pas exposés, parce que Jacquemart-André est un merveilleux musée, mais pas de livres, il n'y a pas de bibliothèque. D'ailleurs, Madame André n'avait pas de bibliothèque, elle n'était pas bibliophile. Et donc, nous avons trouvé que c'était l'occasion de montrer ce livre. Il a été exposé avec pas mal de générosité de la part de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque de l'Arsenal pour l'accueillir. Et donc, il a été exposé pendant la durée où l'exposition a eu lieu. Je crois qu'il ne le sera plus si l'exposition repart parce qu'il n'a pas pu être conservé. Mais voilà, une exposition, c'est cela, c'est la découverte d'un certain nombre de choses. Merci. Florence Terray, dont vous avez prêté à cette exposition, est-ce que ça vous arrive souvent de prêter à des expositions, à montrer vos collections ou... Non, mais alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vient de dire Gabriel. Et faire le lien avec un de ses propos précédents où Gabriel nous disait « le livre ne va pas mourir ». Certes, mais le péril est quand même grand. Et faire une exposition de cette nature, c'est d'une certaine manière mettre en avant, magnifier l'écrit et le livre. Et tout ce qui permet de mettre en avant le livre, sous toutes ses facettes, à mon avis, est une bonne chose aujourd'hui. Voilà, car elle attire les gens vers le livre. Non, alors pour revenir à votre autre question, je n'ai pas prêté pour cette exposition. Mais, la prochaine fois, voilà. Probablement, mais en fait, si vous voulez, je vais revenir à ma collection, qui sont des albums illustrés, et je fais le lien avec le propos que je viens de tenir. Ce qui me semble important, c'est la jeunesse aujourd'hui, et effectivement de la faire rentrer dans la lecture. Et pour moi, ce qui est important, c'est que cette collection que je réalise, je la montre et je puisse la faire lire à mes petits-enfants. Parce que ce sont eux les bibliophiles de demain. Et donc, il faut, d'une certaine manière, les faire rentrer dans la ronde. Et pour vous montrer un tout petit aspect de ce que je garde également, de ce que je cultive, si je puis dire, c'est une collection de livres totalement contemporains qui sont des pop-up. Les pop-up sont les descendants des livres animés qui ont connu un très grand succès dans le 19e siècle. Et quand vous ouvrez une double page d'un pop-up, vous avez une construction extraordinaire qui s'offre à vos yeux. Bon, et actuellement, nous connaissons un très grand renouveau des pop-up avec des graphistes comme Marion Bataille, qui notamment a fait un abécédaire, ce qui rejoint mon goût pour la typo, et surtout David Carter, qui est un publiciste américain qui a créé près d'une centaine de pop-up. Et ce sont des, comment dirais-je, ce sont des couleurs absolument explosives, et ça fait jouer l'imaginaire d'une manière extraordinaire. Et donc, en fait, je sais que quand je sors un pop-up, mes petits-enfants se mettent autour de la table et les yeux s'écarquillent. Et tout à l'heure, tu parlais de sensualité, je parlerai aussi d'affectivité par rapport aux livres. Oui, les livres dont vous parlez, ces pop-ups sont pour les enfants, mais pour les adultes aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Les adultes aussi ils trouvent un très grand plaisir. Sûr. Christian Depan, Hubert Lebaudy, Olivier de Luppé, cette exposition, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce qu'il vous arrive de prêter des ouvrages dans des expositions ? Voilà, comment regardez-vous dans l'ordre que vous souhaitez naturellement pour me répondre. Donc j'ai eu la chance de prêter à cette exposition et je ne vous dirai pas ce que j'ai prêté naturellement puisque vous avez compris que la démarche était complètement collective et qu'au fond il n'y avait qu'un seul prêteur, c'était la Société des bibliophiles François. Je peux simplement dire qu'en choisissant ces livres pour cette exposition, j'avais évidemment en tête leur intérêt et leur coïncidence avec ce qui m'animait en les collectionnant. Mais j'avais aussi en tête, et d'ailleurs les commissaires qui ont eu à les présenter, semble-t-il, ont pris de l'intérêt pour ça, de m'intéresser à la succession de leurs propriétaires, en fait de leurs conservateurs, puisqu'on n'est jamais vraiment propriétaire d'un livre et c'est heureux. L'un d'entre eux, alors il y a un mot qui évidemment fait frissonner les bibliophiles,
tellement frissonné que l'un d'entre nous a donné ce nom à son chat. C'est le nom de Nodier. Alors, évidemment, à l'Arsenal, c'est un nom qui résonne aussi très fort. Donc, quels que soient les livres qui ont appartenu à l'une ou l'autre des collections de Nodier, quand le mot de Nodier est prononcé, tout de suite, il y a une réunion de bibliophiles. On dit « Ah, Nodier, hop, il y a un intérêt ». On se doute que ce n'est pas innocent. Donc, quand un livre... Il y a plusieurs livres qui ont appartenu à Nodier qui sont dans cette exposition, et ça me touche beaucoup. Quand on peut tracer les propriétaires depuis Nodier jusqu'aux conservateurs d'aujourd'hui, qu'on en trouve 11 ou 12 sur une période de 150, 170 ans, et que 4 d'entre eux ont fait partie de la Société des bibliophiles François, on peut être amusé par cette espèce de jeu d'aller-retour, de ricochet, etc., et se demander, au fond, pourquoi est-ce que cette balle a tourné sur ce billard, comme ça. Et donc, la question des provenances m'intéresse évidemment, comme chacun d'entre nous, beaucoup, et c'est un élément qui, évidemment, est très important dans la lecture de cette exposition. Donc, l'exposition vous a sensibiliser encore un peu plus à cette question, à cette notion de provenance. Je crois qu'on peut... C'est au-delà de la sensibilité, oui. Je dirais. Je crois qu'on est... Vous avez appris des choses, quand on a voilà, c'est ça. Un livre dont l'auteur est celui à qui on l'adresse, sont deux personnages qui sont des colosses. Mon patron, on va le reconnaître. Voilà. Oui, voilà. Voilà, on est peut-être que touché. Voilà, d'autres réactions sur cette exposition oui. Et ce moment unique. Je voudrais mentionner une trace que laissera l'exposition, magnifique, que vous accueillez à la bibliothèque de l'Arsenal, qui connaît évidemment quelques difficultés à fonctionner telle qu'elle aurait dû l'être, avec tout l'éclat qu'elle mérite. Je voudrais mentionner l'existence du catalogue. Les catalogues que vous faites pour les expositions de la bibliothèque de l'Arsenal, c'est une collection qui s'appelle... rappelez-moi le nom de la collection. Bibliothèque de bibliophiles. Bibliothèque de bibliophiles. L'un de nos collègues, Jean Bonnat, a eu droit à une exposition, d'ailleurs personnelle, il y a 2 ou 3 ans. Le catalogue est passionnant. L'édition scientifique s'est faite sous la direction d'une des 2 commissaires, qui est Madame Claire Lesage. Il retrace toute l'histoire de notre société depuis... au fond, l'hiver 1819, où on élabore les statuts de notre société, qui seront adoptés par une poignée de nos prédécesseurs en janvier 1820. Et l'historique de ce catalogue s'arrête de nos jours. Il ouvre des perspectives pour l'avenir, notamment de la société. Et je voudrais mentionner que cette collection est merveilleuse. Cette collection de la Bibliothèque nationale est merveilleuse parce que ces catalogues sont conçus comme des livres et non pas comme des catalogues d'exposition sur listes, papier glacé, voilà. Ce que les Anglais appellent quelquefois des coffee table books. Ici, nous avons un vrai livre entre les mains, qui est beau, qui est bien imprimé, qui est bien édité, avec une belle typographie, une édition très soignée. D'autres réactions sur l'exposition, le catalogue, sur ce moment un peu hors du commun? C'est toujours très heureux de faire partie d'un groupe de s'inscrire, de retrouver son existence au sein de quelque chose qui existe depuis 200 ans. Et de voir que tout ce qui nous anime aujourd'hui est exactement la même chose depuis le départ. Il n'y a pas eu un moment où l'énergie a baissé, où la curiosité, l'exigence, la volonté, le bonheur d'être ensemble a baissé. C'est ce qu'on retrouve à travers les courriers, à travers les différentes éditions aussi. Il faut être sacrément passionné pour faire les éditions qu'ont réalisées les bibliophiles François. C'est des projets pas pharaoniques, mais enfin quand même assez importants. Et tout ça se retrouve et n'a pas baissé du tout. L'enthousiasme est le même, l'énergie est la même aujourd'hui. Et donc nous continuons à publier, nous continuons à nous amuser en publiant. Ça nous permet de rencontrer, de discuter, espèce de parties de ping-pong interminables
avec en général des personnes très intéressantes. Donc ça, c'est assez formidable, oui. Et cette énergie, on la retrouve bien dans l'exposition. Oui, je salue effectivement cette grande permanence, cette grande continuité dont l'activité d'édition de la société, cette entreprise qui n'a jamais été abandonnée, en définitive, de publication de supports, de textes majeurs. Donc l'exposition met bien en rapport ce travail de publication des facsimilés, se poursuit encore aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire un mot, les derniers opus qui ont été publiés par la société, ces projets, Monsieur de Lupé? Le tout dernier ouvrage, nous le devons à mes deux collègues, Christian de Pange et Hubert Le Baudy, qui, à partir d'un texte très rare du XVIe siècle, un banquet imaginaire conçu pour le Grand Turc, un texte qui est connu peut-être qu'à 1 ou 2 exemplaires, je parle sous le contrôle de Christian de Pange. Dieu soit loué à la Bibliothèque nationale. Bon, alors, il y en a 2, on est sauvés. Et Christian de Pange a fait l'établissement scientifique du texte, Hubert Le Baudy on a fait la mise en page, le graphisme, a créé une typographie. Voilà, c'est le tout dernier volume sorti il y a quelques semaines à l'occasion du 2e centenaire de notre société. Mais nous avons bien entendu d'autres projets en cours. Un album merveilleux de miniatures, alors la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, un album des familles de Coué et d'Arambert à l'occasion d'un mariage entre ces deux familles. Et c'est un manuscrit enluminé qui est d'ailleurs exposé en ce moment à la bibliothèque de l'Arsenal, qui n'a jamais été exposé, qui n'a jamais fait l'objet de recherche. Et nous avons entamé avec des historiens l'étude de ce manuscrit dans le but de le publier. Oui, je suis... Pardon. Si je peux juste un tout petit mot. Ce qui est aussi très manifeste dans cette exposition, c'est la très grande diversité des centres d'intérêt des bibliophiles, ce qui est un signe de vitalité, parce que d'une certaine manière, le goût bibliophilique s'adapte à énormément de sujets. Oui, je vous rejoins totalement. Ça donne presque un peu le tournis, mais un tournis très agréable, et de voir cette diversité. Et j'allais pointer la très grande qualité, j'allais dire philologique, épistémologique de vos publications. Et voilà, c'est une exigence qui se perpétue de génération en génération. C'est vraiment admirable. À la fois le souci de divulguer ces supports, ces connaissances, et de le faire avec la plus grande exigence possible. Je pense à la publication du rouleau d'Arambert, qui est quelque chose véritablement qui est hors du commun et j'allais dire, émanant d'un organisme privé et, j'allais dire, presque bénévole, et tout bonnement admirable. Moi, j'ai une question pour vous, Gabriel de Breuil. Vous qui avez cette vision, cette profondeur historique sur vos prédécesseurs, quel regard portez-vous sur ces bibliophiles qui vous ont précédés? Est-il plus... Qu'est-ce qui a changé entre être bibliophile en 1820 et être bibliophile en 2020? Quels sont les points? On a pointé beaucoup de continuité, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'on est plus heureux? Est-ce qu'on est plus malheureux aujourd'hui qu'hier? Oui, c'est un des enjeux de la célébration du 2e centenaire, n'est-ce pas? C'est de savoir si le bibliophile de 2020 est plus heureux que celui de 1820, ou de 1920 d'ailleurs. Alors, on peut distinguer plusieurs âges. Le premier âge, c'est 1820, un groupe d'érudits, particulièrement qui ne se connaissaient pas particulièrement, mais parmi lesquels plusieurs hommes de lettres, et se réunissent à l'imitation d'une société qui vient d'être créée à Londres, enfin qui a été créée 8 ans au précédent à Londres, et qui est la première vraie société de bibliophilie, qui s'appelle le Roxburgh Club. C'est aussi une démarche d'un petit groupe d'amis anglais
Et le duc de Roxburgh, qui est un grand bibliophile, décède, et par le hasard de l'héritage, sa bibliothèque est mise en vente publique. Ses amis proches sont choqués par cela, et de plusieurs manières, et ils auraient voulu réunir la bibliothèque, mais ils n'y parviennent pas parce qu'ils se battent littéralement pour recueillir les uns et les autres les livres auxquels ils tiennent le plus. Et en particulier, il y a un livre qui est l'objet d'enchères homériques, qui a laissé un souvenir, un très grand souvenir parmi tous les membres jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas, c'est un livre du XVe siècle, mais je ne peux pas vous dire exactement le livre, mais voilà, ils se sont battus très tard dans la journée. Et ils se sont réunis le soir après, et ils ont réussi que pour mettre fin à cette bataille, il fallait créer une société, et ça a été le Roxburgh Club, avec des statuts et un démarrage. Et puis, voilà, 8 années après, en 1820, sans relation directe particulière, un groupe de Français ont fait la même démarche, mais ils ont eu connaissance de l'existence du Roxburgh Club, et cela leur a semblé un précédent. Ils se sont informés sur les statuts, sur l'existence, et ils ont obtenu l'attention particulière des membres du Roxburgh Club, en particulier de leur président, Lord Spencer. Et donc le président du Roxburgh Club et un autre membre, Dibdin, sont devenus membres fondateurs de la Société des bibliophiles François. Et donc c'est un peu, les statuts ont été assez calqués, le nôtre sur le leur, les habitudes aussi, et le coup d'envoi a marqué une grande fraternité entre les deux, enfin proximité entre les deux sociétés. Et donc cela a duré comme ça pendant jusqu'au milieu du XIXe siècle, un goût d'érudit sur les livres les plus anciens possibles. On s'intéresse surtout aux livres du Moyen-Âge. Et on cherche à retrouver les livres du Moyen-Âge. C'est la mode du gothique, du romantisme aussi, mais il n'y a pas de romantisme dans la naissance de la Société des bibliophiles. Au contraire, ils ont ignoré complètement le mouvement romantique. Ils étaient obnubilés par les livres du Moyen-Âge. Et puis est arrivé un changement de président et a été élu à la présidence le baron Pichon, qui est resté 47 ans président et qui a donné une image différente de la société. Et cette image correspondait à une autre époque et à un développement de la bibliophilie dans la seconde partie du XIXe siècle. Un développement considérable. Le nombre des livres anciens, à cause des suites de la Révolution, s'est largement accru. Un véritable marché s'est établi et les bibliophiles, à cette époque, sont devenus de véritables acteurs sur le marché des livres anciens et ont vécu des aventures pour constituer une bibliothèque qui soit la plus remarquable possible, avec les livres les plus rares, les plus beaux, les plus extraordinaires, qu'on ne retrouverait jamais. C'était une excitation presque régulière, permanente, et qui a donné lieu à la constitution de très grandes bibliothèques. Le cycle s'est terminé par le fait qu'un bon nombre de ces très grandes bibliothèques, à la mort de leur créateur, se sont retrouvés dans des catalogues de vente. Et c'est apparu comme un mode absolument naturel de la bibliophilie, n'est-ce pas ? On a consacré tellement d'énergie, de passion, de qualité pour réunir cette bibliothèque. Le retour à la communauté des bibliophiles, à l'ensemble,
ce n'est pas une question de mettre sur le marché, c'est une question de restituer, de remettre en circulation les choses qu'on a eu tant de mal à réunir. Et puis, l'idée du catalogue qui représente la description de la bibliothèque constituée par celui qui vient de... Pas forcément défunt, d'ailleurs, souvent c'est en fin de carrière que la vente a eu lieu, donc avec le consentement de celui qui a constitué la vente. C'est devenu une démarche naturelle, qui continue d'ailleurs de nos jours, et il n'y a pas du tout à se lamenter sur la disparition d'un patrimoine ou de... Non, les livres dans la bibliophilie, les livres existent, ils sont conservés et ils vivent leur vie, et c'est une chose tout à fait normale. Alors, le baron Pichon est mort en 1897, je crois, quelque chose comme ça. Il avait publié 2 ou 3 livres. Il avait préparé je ne sais pas combien de livres. C'était un érudit et un spécialiste de la recherche impossible des origines des beaux livres très, très anciens. Il accumulait des notes à l'infini. Il a animé la société de manière très active. Et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il ne publierait pas d'autres livres, qu'il n'en avait plus la force ni le désir. Et il a eu cette expression: je me suis fait surprendre par l'âge. Je me suis laissé surprendre par l'âge, a-t-il dit. Et il a eu une existence heureuse. Et au fond, cette expression, elle est un peu un aveu de bonheur de son existence. Alors, après, la société aborde le XXe siècle, un siècle plus difficile, où l'excitation, l'agitation du marché des livres anciens continue, mais pas peut-être avec la même intensité. Et nous arrivons à notre période à nous. La société surmonte toutes les épreuves qu'a connues le XXe siècle, et à chaque fois, en se continuant à assurer son existence, ses traditions, son développement même, et jusqu'à la dernière période, qui pouvait être une période critique. Et cependant, cela n'a pas été, et les défis de la technologie n'ont pas éteint, ni même mis en péril la passion de la bibliophilie. Elle est toujours là. Et donc, on peut regarder ce deuxième centenaire avec optimisme. Ce n'est pas du tout une lamentation, ce n'est pas non plus une commémoration comme on le fait pour les grands hommes disparus. Non, voilà. C'est une célébration joyeuse, gaie, pleine de vie et d'élan, ce que j'ai pu constater. Nous célébrons notre deuxième centenaire. Voilà. Vous avez évoqué cette question de la dispersion des collections, et j'avais une question que je voulais poser de façon un petit peu collective, collégiale. Certaines collections sont transmises de génération en génération, et parfois il y a, cette formule n'est pas très heureuse, mais il y a une forme de retour au marché. On dit souvent qu'on est simplement le gardien des livres ou des objets de collection qui vous passent entre les mains. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette perspective? Dans quel camp vous rangez-vous? Est-ce qu'il y a des réactions sur cette question Hubert Le Baudy? Évidemment, dans le camp du partage, parce que quand on est collectionneur, on est très heureux de voir que des collections arrivent et qu'on va pouvoir se plonger dans les catalogues et essayer de trouver son bonheur à travers d'abord ses moyens, parce qu'on est parfois obligé de faire des choix, et puis ensuite les livres qui vous font envie. Donc à chaque fois qu'un catalogue de vente ou de libraire un peu exceptionnel sort, c'est plutôt un moment
d'excitation, oui, et de recherche, et il y en a même qui sont prévus. On vous dit, ah bah tiens, il va y avoir la vente d'un tel, et alors un an avant, on vous parle de la vente d'un tel, et puis on attend la sortie du catalogue avec ferveur. Mais là, vous vous placez plutôt du côté, j'allais dire, de la demande. Mais si vous... Quel serait le destin potentiel de votre collection? Est-ce que vous la voyez revenir au marché à un moment donné, ou au contraire oui. Voilà. A priori, d'abord, c'est peut-être pas moi qui vais décider, c'est mon fils. Si ça l'intéresse pas, bon, on en fera, elle retournera au marché. Et si lui a un projet qui lui arrive comme ça, et que ce projet nécessite des investissements importants, peut-être que la collection servira aussi. Voilà, c'est pas figé une collection. Vous savez, moi j'ai une collection imaginaire. C'est tous les livres que j'ai eu dans les mains, que j'ai pas pu acquérir, mais qui sont des livres exceptionnels, que ce soit les Heures de Boucicaut ou un exemplaire de Baudelaire ou des choses comme ça. Donc c'est pas, on les a, on est heureux, on vit au milieu, mais un jour, oui, ils vont repartir. Et d'ailleurs, il y a un truc amusant. Je termine par cette anecdote. C'est de temps en temps, on collectionne des livres et puis on s'aperçoit qu'on a deux livres qui sont de la même provenance, du 18e et alors on les met côte à côte et on pense qu'ils se racontent leurs histoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 150 ans? Qu'est-ce qu'ils se sont racontés? Alors j'étais chez un tel à la campagne, et moi j'étais dans telle bibliothèque à Paris, mais c'était humide, et on te lisait souvent, oui, peut-être. Enfin, on peut imaginer comme ça une vie. Les livres ont leur vie, oui. Et nous, là-dedans, on est tout petits. Oui, mais ce que dit Hubert est parfaitement raisonnable. Et rationnellement, on ne peut qu'y adhérer. Mais affectivement, on se dit, pourvu que l'un des miens, dans la suite, reprenne la collection et l'augmente et la fasse vivre. Ah oui? Je pense... Toi, tu es comme ça, oui. Oui, actuellement, je suis comme ça. Non, mais c'est amusant. Je ne suis pas sage du tout. Et j'espère beaucoup que la collection va perdurer. Parce que c'est une collection dont un certain nombre d'éléments me proviennent de mon grand-père, de ma mère, et également du côté paternel. Donc, oui, moi aussi, mais je sais pas, j'ai pas ce. Non, Monsieur le Président, vous allez trancher ce débat cornélien. C'est l'objet d'une préoccupation qui peut être un objet de vraiment discussion et de difficulté. C'est la conservation du patrimoine que représente une grande bibliothèque. Et alors, dans l'idéal des choses, évidemment, ce qu'a fait le duc d'Aumale, c'est majestueux, n'est-ce pas? C'est la plus grande bibliothèque qui se trouve abritée dans le plus grand des châteaux, et il en fait donation à l'Institut de France dans dans un texte magnifique qui montre l'ambition de sa démarche. Magnifique, bravo. Dans la majorité des cas, on rencontre à un certain moment un vrai problème entre la conservation d'une grande bibliothèque et un problème immobilier. Le Roxburgh Club, de nos amis anglais, n'avait pas connu ce problème jusqu'à une date récente. Il n'y a pas de code civil en Angleterre, la transmission se fait selon les modes anglais, et la bibliothèque était dans le château, et le château allait à l'aîné, et les transmissions s'effectuaient comme ça. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant, et il y a des grandes ventes de grands châteaux en Angleterre. Quant à la France, alors, il y a beaucoup de grandes ventes de bibliothèques qui sont liées à un problème immobilier, tout simplement. Il n'y a plus d'endroits, et ça pose un problème vraiment personnel et difficile à organiser, même à une échelle plus réduite, n'est-ce pas? Que, bien entendu, on souhaiterait que nos descendants s'intéressent à ce que nous avons fait, mais nos descendants pourront-ils conserver ce que nous avons, nous, accumulé, et on en a occupé nos habitations, nos résidences secondaires, et quelquefois même des bâtiments de service. Voilà, c'est un choix. Et le problème immobilier n'est pas négligeable. Il n'est pas négligeable non plus pour les bibliothèques publiques, je vous le confirme. Il y a toujours un problème immobilier.
Oui, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter à ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet. Simplement juste d'accentuer ce que vient de dire Gabriel, qui est si important, c'est le livre, mais le livre dans un lieu. Et donc l'esprit, que soudain l'accumulation d'un certain type de livres, et surtout s'ils sont guidés par une idée qui les a rassemblés, confère à un lieu qui devient la bibliothèque. Et alors il y a des histoires, on connaît des bibliothèques dans certaines maisons qui existent depuis longtemps et qui ont été nourries par l'intelligence de ceux qui ont pratiqué ces livres, etc., etc. Et donc c'est un élément qu'il ne faut pas non plus séparer, puisque chacun d'entre nous, probablement, en plus de collectionner, a organisé ces livres d'une certaine manière, soit en utilisant des bibliothèques, mais aussi peut-être d'autres manières de les exposer, de les avoir près de soi, etc. Ça dépend évidemment de leur taille, de leur nombre, etc. Et donc je pense que là, il y a une dimension qu'il faut toujours aussi garder, je dirais, toutes ces collections ne sont pas simplement, elles ne sont pas forcément transportables, parce qu'elles ont généré quelque chose de scénographié dans l'organisation de cette collection. Voilà. Mais en fait, ce qui va subsister dans le temps, c'est l'unité intellectuelle qui a été espèce de cohésion à l'instant T qu'on retrouve ou dans le catalogue ou dans le... Et petite remarque aussi, beaucoup de bibliothèques aussi historiquement, et certaines autres probablement aussi, ont été des bibliothèques de travail. Même si c'était la passion des livres, c'était quand même autour d'une passion du temps où évidemment l'information se trouvait essentiellement dans ces ouvrages. Et forcément, il y a naturellement peut-être plus de facilité ensuite à les remettre sur le marché une fois que la personne qui les a utilisés n'est plus là, etc. Et que la dimension historique qui aurait pu entourer cet ensemble est, je dirais, effacée. Donc on l'a bien compris, c'est une matière vivante en définition, une collection. J'avais une autre question, et on s'achemine un petit peu vers la fin de cet entretien. Elle touche... la bibliophilie, c'est une pratique ancienne, ancrée, un petit peu traditionnelle. Et alors, on a déjà eu des éléments de réponse à travers vous, Madame, sur les tendances émergentes en matière d'art, de collection. Quel regard portez-vous sur les supports émergents, ces collectionneurs qui collectionnent de la bande dessinée, par exemple voilà, quel regard portez-vous sur ces tendances nouvelles ? Personnellement, un regard tout à fait favorable. Oui, je suis effectivement pour la diversité, la variété et l'actualité des collections bibliophiliques, parce que c'est signe de la vitalité de la bibliophilie et de son avenir. Donc moi, ça me semble en fait très important. Et il y a peut-être une collection dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est celle d'une de nos consoeurs, qui est Anne-Marie Springer, qui collectionne les lettres d'amour. Bon. Eh bien, une pierre de plus à ajouter à la vitalité de la bibliophilie. Oui, ce sont des objets de collection sans cesse réinventés, sans cesse recréés. D'autres réactions sur ces... Je voudrais juste évoquer l'un de nos anciens collègues disparus qui jouait un rôle éminent dans notre société par la démarche originale et très élégante de ses collections, Étienne Desrois. Et il se proposait, mais je ne crois pas qu'il l'avait réalisé, de donner une communication sur le livre et son support, sur le thème suivant. Au fond, aujourd'hui, on peut multiplier l'édition originale parce qu'au fond, un texte qui est émis par un auteur, passant par le corridor électronique, je dirais, peut arriver dans les imprimantes de plein de lecteurs qui peuvent à la fois l'imprimer, puis le faire relier, etc., et créer simultanément des éditions originales de toutes sortes de styles, de toutes sortes de goûts, de typographie, etc., etc. C'est une idée assez intéressante. C'est une idée qui correspondait à notre ancien collègue, que nous aimons à faire vivre dans nos cœurs, puisqu'il avait vraiment cette présence importante et cette originalité pour donner une piste de réflexion qui pouvait animer un membre de cette société. Monsieur le Président, donc, sur ces nouvelles tendances, comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées Comment jugez-vous les collectionneurs de bandes dessinées
Le problème, je crois, ce n'est pas un problème. Le problème ne se pose pas. La bande dessinée fait évidemment partie de la bibliophilie, de toute évidence. Le problème serait plutôt inverse, c'est que la bande dessinée se considère, elle, comme faisant partie de la bibliophilie. Ce n'est pas toujours certain, mais je pense que l'idée que la bande dessinée va remplacer le livre, comme par exemple une édition de Proust en bande dessinée qui existe, n'est-ce pas, remplacerait la lecture de La recherche du temps perdu, ça c'est pas absolument certain non plus. Mais ça le fait évidemment partie de voilà, ça témoigne de cette vivacité que vous pointiez tout à l'heure, d'un monde en recomposition, en mouvement. J'avais un dernier point, et je vais m'arrêter là avant de vous laisser peut-être individuellement le dernier mot. La conservation est une politique publique. Hein. On l'a déjà dit au fil de cet entretien. Naturellement, il ne revient pas qu'à l'État de conserver. Dieu merci, il y a des privés aussi qui sont actifs dans le domaine de la conservation. Comment jugez-vous l'action de l'État ? Est-ce que l'État fait assez pour les collectionneurs ou est-ce que ce sont deux mondes qui doivent rester soigneusement séparés et uniquement se rejoindre ponctuellement, comme dans le cadre de l'exposition de l'Arsenal ? Ce lien à la puissance publique, comment le voyez-vous ? C'est peut-être une question qui n'a pas lieu d'être. Hein. C'est peut-être mon tropisme de fonctionnaire borné qui revient. Écoutez, nous avons peut-être chacun une opinion là-dessus. Moi, je voudrais signaler, on n'a pas fait assez jusqu'à présent, l'importance, dans tout ce que nous avons évoqué, l'importance des grandes institutions publiques pour la conservation des livres anciens. C'est d'une très grande importance et la France se trouve particulièrement bien placée dans ce domaine. N'oublions pas que la Bibliothèque nationale de France est la plus ancienne des bibliothèques nationales, bien entendu, et qu'elle est peut-être la plus méthodique et la plus générale, étant donné que tous les livres publiés en France ont été déposés à la Bibliothèque nationale depuis le début. Nous avons des liens étroits, anciens. Plusieurs responsables de la Bibliothèque nationale de France ont été membres de la Société des bibliophiles et ce sont des liens qui sont vraiment proches. Même chose pour les grandes bibliothèques publiques existantes. L'Arsenal, je l'ai dit tout à l'heure, est un de nos lieux. Nous nous sentons un peu chez nous à la bibliothèque de l'Arsenal. Peut-être aller trop loin, mais non, nous y avons le siège de nos archives. Et donc, c'est relativement important, assez important même. Chantilly, je ne reviens pas, et bien d'autres institutions en France de ce calibre. Nous avons aussi le désir d'ouverture à des institutions étrangères ou à des organisations étrangères. Nous avons conscience que la bibliophilie française est très fermée, évidemment, sur la langue française, mais, et la littérature française, mais enfin, elle est en liaison avec un mouvement des livres qui, lui, n'est pas limité à la France du tout, et qu'il y a d'autres foyers de la bibliophilie qui sont au moins aussi actifs. Je pense à l'Angleterre, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, où il y a un marché du livre ancien, y compris français, extrêmement important. Donc, on doit être très attentif à ces questions. Les membres de ces mondes bibliophiliques ont toujours fait partie de la Société des bibliophiles François. Il faut conserver cette ouverture et nous sommes très liés à une association française qui a été fondée en France, je veux dire, l'Association internationale de bibliophilie, dont les présidents depuis longtemps ont souvent fait partie de la Société des bibliophiles, et c'est le cas actuellement, nous en sommes très heureux. Donc, tout ça sont des liens qui nous insèrent dans la... Et vis-à-vis des grandes institutions publiques, nous n'avons aucune espèce de
prévention. Au contraire, nous considérons que nous sommes du même côté des efforts à faire. Il ne s'est jamais passé de problème quant à l'exercice par l'État des droits qu'il dispose dans le domaine, au contraire. L'enrichissement des grandes collections publiques est une chose bien naturelle et heureuse pour la France. Et il n'y a jamais eu aucune espèce de difficulté. Simplement, ce qu'il faut dire, et c'est l'évident, c'est que nous sommes une institution privée avec d'excellentes relations avec tout l'appareil institutionnel, et je suis loin d'avoir énuméré les grandes bibliothèques de province. L'Ingabertine est une bibliothèque merveilleuse, etc. Mais nous n'avons pas de relation organique avec l'État et avec les organisations officielles. Non seulement pas de relation organique, mais pas de relation de soutien non plus. Nous n'avons pas de subvention ni de facilité publique. Et donc, ce n'est pas du tout une revendication. Je pense que notre société est comme elle est, et elle le restera. Ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est la nature de cette société. Donc, vis-à-vis des grandes institutions françaises, je crois que je ne vois pas dans l'histoire des 2 siècles un épisode qui ait été difficile dans les relations avec l'État et les organismes publics. Bon, c'est vrai qu'il y a une espèce de mécanisme de conservation en définitive partagé entre ce que porte la puissance publique et ce que portent les privés qui donne plus que si la puissance publique était seule à la manœuvre. Peut-être d'autres réactions sur cette question Une toute petite, il y a juste une chose qui est très irritante, c'est la préemption. Oui. C'est-à-dire que si quelque chose que vous convoitiez, soudain, on voit le représentant de l'État se lever et dire « je préempte l'objet pour le compte d'eux », etc., le collectionneur est frustré. J'ai compris que c'était qu'il y avait beaucoup de bonheur et de plaisir et puis quelques moments de frustration. Donc ça fait un petit peu navré que nous soyons à l'origine de celui-là. Voilà. Ça enrichit le catalogue imaginaire d'Hubert Le Baudry. Outre qu'on consulte avec plaisir les bases des grandes institutions, qui sont quand même... Les quelques expositions que vous avez pu faire à l'Arsenal montrent bien que la collaboration entre public et privé, si on peut l'appeler comme ça, peut donner des choses formidables. Olivier parlait de vos livres catalogues. Ce sont des pures merveilles. Et ça, c'est vraiment les expositions que vous avez pu faire. Donc voilà, c'est la preuve qu'il y a un vrai... la somme des deux est plus importante que... Voilà. Merci. Donc nous arrivons au terme de cette table ronde. Je m'apprête à la conclure, mais je vais vous laisser la parole peut-être pour un dernier propos, un commentaire. Juste un petit mot. Florence Terray. La bibliophilie est une activité ancienne et la Société des bibliophiles François a 200 ans. Donc, de fait, nous sommes une vieille dame. Alors, la question qui se pose, c'est quand même, malgré tout, est-ce que nous sommes démodés ? Mais je pense que toutes nos interventions vous ont montré que ça n'était pas tout à fait le cas. Autre question, est-ce que la bibliophilie va perdurer ? Eh bien, là, ce que je peux dire au sein de la Société des bibliophiles François, en fait, tout ce que nous faisons, c'est effectivement pour que cet élan qui nous anime continue à perdurer au-delà des ans. Voilà. De mon point de vue, en tout cas de ce que j'ai vu, la richesse, l'énergie ne me rendent pas très inquiet sur Elles sont là. Oui. Elles sont là. D'autres réactions, d'autres propos conclusifs ? Oui, juste pour rejoindre ce que disait Florence, quand on voit le succès des éditions de tête des auteurs contemporains publiés chez Gallimard ou autres, on se rend compte que la bibliophilie est encore très vivante, parce que ces éditions de tête ont un succès fou. Et donc le marché aussi accompagne cette... Bien sûr. Ouais. Le marché est d'ailleurs défricheur, puisque j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre que
pour compléter le nombre des collectionneurs, donc des acheteurs, il pouvait leur soumettre des éléments, des documents imprimés qu'il valorisait, qui n'étaient pas forcément destinés à des gens qui allaient faire de grandes collections, mais des gens qui voulaient s'approprier un objet exceptionnel. Je vais donner un exemple que j'ai vu dans un catalogue très récent d'un libraire assez original. Il s'agissait de l'ensemble des catalogues et des affiches de Prise Unique. Je l'ai vu aussi, ça m'a frappé. Oui. C'était valorisé assez cher, extrêmement bien présenté, reproductions nombreuses, texte très développé du libraire, etc., etc. Et je dois dire que en lisant ça, j'ai eu presque envie de l'acheter, alors que c'est un peu éloigné de ce que je recherchais. Mais je pense qu'il y a des tas de collectionneurs qui ne se connaissent pas, en herbe en quelque sorte, qui pourraient être désireux parce que l'esthétique de cette époque est en phase, un peu comme on voit évoluer le goût pour des mobiliers qui ont été à un moment ignorés, et puis aujourd'hui sont mis très en avant. Et donc je pense qu'il y a un renouvellement constant, je dirais, du type de livre peut-être convoité, parfois d'un livre un peu objet, certes, qui peut-être a fait appel moins profondément à une culture, mais donc voilà une voie d'espoir. Et puisque vous avez demandé, je dirais à chacun une toute petite conclusion, je voudrais en donner une auquel je suis très attaché, parce qu'elle appartient à un ancien membre de cette société qui, répondant à quelqu'un qui s'interrogeait sur la pertinence de faire partie de la société bibliophile François, a simplement dit « on s'entend bien ». Oui, ça n'a pas de prix. Exactement. D'autres remarques conclusives, ou Monsieur le Président ? Nous sommes au terme de notre... Oui. Oui. Et je crois que, voilà, si vous permettez, encourager vos auditeurs à venir revoir ou découvrir l'exposition qui se tient à la bibliothèque de l'Arsenal, qui rouvrira, sauf mesures gouvernementales. Voilà, elle rouvrira. Elle rouvrira le 15 décembre. Jusqu'au début du mois de janvier. Voilà. Moi, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir cette exposition marquante et à découvrir le catalogue qui est lié. Merci à toutes et à tous. Je crois que vous avez fait une superbe illustration, défense, illustration non seulement de la bibliophilie, mais surtout du livre. Vous avez fait preuve, je dirais, de cette âme brûlante collective qui est celle des bibliophiles François. Et je vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir participé à cet échange qui a dévoilé, je dirais, tout cet amour. Voilà, c'est le mot qui me vient, qui est le vôtre, à la fois à l'instant, je dirais, qui est le vôtre, qui est le nôtre, et sur une période très longue. Et moi je souhaite véritablement longue vie à la Société des bibliophiles François, et je vous souhaite un prochain bicentenaire. Voilà, en tout cas qu'on se retrouve. Alors nous ne nous retrouverons pas, mais que dans 2 siècles, votre compagnie soit encore active et vivante. Voilà, un grand merci à toutes et à tous. Merci à vous. Merci. Merci. Et donc à bientôt pour, je l'espère, de façon physique, un retour au lundi de l'Arsenal à l'Arsenal. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.